Salut à tous, bienvenue dans le 1330, dernier épisode de septembre. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en octobre, il va se passer des choses à partir de la semaine prochaine. On rentre dans le mois de l'IA chez Neos SDI et donc sur la Neos TV, on va avoir dans nos 1330 5 épisodes dédiés à l'IA chaque semaine. Donc vous verrez ça à partir de la semaine prochaine. Mais cette semaine est une semaine également sympathique puisque je reçois non pas un mais deux intervenants de renom, à savoir Jay Yaksan et Viet-Wang. Comment allez-vous? Super. Et Super, toi? Steve. Alors, vous noterez que Viet-Wang est en noir sur fond blanc et totalement immobile, parce que c'est une image. Sa caméra, ça ne marche pas avec le Wi-Fi, je sais pas quoi. Bref, en tout cas, on l'a avec, avec son micro, et ça, c'est le plus important. Et Jackson, lui, par contre, il est toute option. Et vous allez nous parler, les amis, de Keycloak, c'est bien ça? C'est Oui, ça. Ça tombe bien, parce que si je m'étais trompé, ça aurait été con. Tu peux démarrer si tu veux. Ok. Du coup, Keycloak. Qu'est-ce que Keycloak en fait? Pour présenter simplement la chose, c'est une solution IAM, donc qui veut dire Identity Access Management. C'est open source. Et qu'est-ce que ça permet de faire? Grossièrement, c'est que ça permet de centraliser l'authentification euh, au niveau des applications, et ça permet aussi de la gestion de l'utilisateur de manière centralisée. Là, en l'occurrence, avec OAuth2, OpenID Connect, SAML. Euh, du coup, ça a oui. été... ouais, Je prends je- la je- main. Oui, merci, Jackson. Keycloak a été développé par des ingénieurs de Red Hat en 2014. Pour la version 1.0, ils ont des fonctionnalités de base comme les OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML 2.0 et de fédération d'utilisateurs. En version 2.0 en 2016, ils ont ajouté ou amélioré la connexion sociale Google, Facebook, GitHub et l'intégration de Kerberos. La version 3.0, ils ajoutent, euh, ils ont ajouté des politiques de mot de passe avancées et support multi-tenant, amélioration sur les clusters. La version 14 qui sort en 2018, euh, pro, qui provide, produit aussi le support de Docker. Et la dernière version majeure, ils ont ajouté, qui sort en 2020, qui a ajouté la déconnexion frontale de OpenID Connect. Passe la main à Zersa. du coup, pour ce qui est des fonctionnalités clés en fait de Keycloak, ça permet l'authentification de type SSO, Single Sign-On. Grossièrement, ce que ça veut dire, c'est qu'on se connecte une seule fois, on peut se connecter une fois à un endroit si on n'est pas connecté, puis en fait, ça va propager le token sur d'autres services où on a accès, et on n'aura pas besoin de se reconnecter une nouvelle fois dessus, en fait. Donc ça permet de rester connecté en fait sur l'écosystème, par exemple, d'une entreprise. Ça permet aussi d'avoir une autre, enfin, ça permet de donner la possibilité d'avoir un système d'authentification multifacteur, donc MFA. Donc ça veut dire que, euh, pour résumer, on saisit le mot de passe et en fait, on a besoin de rentrer un code généré aléatoirement pour pouvoir valider la connexion. Ça permet aussi de gérer de manière centralisée les utilisateurs. Euh, donc en gros, dans Keycloak, on a la possibilité de rajouter des utilisateurs à la main avec username, mot de passe, etc. Et derrière, l'application elle pourra utiliser ces infos-là pour authentifier un utilisateur. Si jamais on a accès, enfin si on a un LDAP ou un Active Directory, typiquement par exemple dans les entreprises, on peut connecter LDAP ou Active Directory dessus.
Et ça permet d'importer tout le répertoire dans Keycloak et derrière d'utiliser le login à travers Active Directory et LDAP. Du coup, si jamais on a besoin d'autoriser ou non des personnes en fonction de ce qu'ils ont droit et pas le droit, en fait, on peut définir des rôles et dire telle personne il a accès à telle chose dans l'application ou pas. On peut aussi, comme on l'a dit un peu plus tôt, on peut aussi se connecter à travers des fournisseurs d'accès externes, enfin d'identité externe, type Google, Facebook, etc. Et ça veut dire que typiquement ce genre de cas, ça va être pour du B2C par exemple, où là on a un site web, on a besoin que des utilisateurs grand public accèdent à un site web, enfin un autre site web, et du coup ils ont la capacité d'utiliser leur compte Google, leur compte Facebook, leur compte GitHub, par exemple, pour se connecter à un autre site, quoi. Derrière, ça implique aussi que on utilise ces infos-là. Si jamais on ne connaît pas l'utilisateur, on doit créer un compte interne et derrière, si on connaît la personne, on peut lui donner l'accès à l'application. Je reprends la main. En fait, pour vous simplifier le rôle de Keycloak, donc on a fait un petit schéma. Comme vous voyez à l'écran, pour Keycloak, Keycloak qui sert comme un intermédiaire entre utilisateurs des machines ou des applications vers des sites web, vers des applications ou vers des API. Donc, Keycloak peut fournir des jetons, des jetons, et dans le jeton, ça peut contenir des scopes et qu'on va voir un peu plus tard. Ça servait pour une sorte d'authentification, puis qui permettent d'isoler la partie utilisateur, device et application, et de l'application cible comme le site web et les API. Tu peux passer la slide suivante, s'il te plaît. Oui, je passe la main à Gerson. Oui, je reprends. Donc, dans Keycloak, il y a plusieurs notions à connaître pour l'utilisation, pour l'utiliser. Donc, la première notion importante, c'est que on a une notion de realm, royaume, en gros. Et en fait, dans Keycloak, ça veut dire que on peut isoler des environnements. En gros, c'est des environnements, grossièrement. C'est-à-dire que si si on gère plusieurs entreprises, un royaume peut être associé à une entreprise, par exemple. Ou si jamais on est dans une entreprise, on a besoin de plusieurs environnements. Je sais pas, par exemple, un environnement de test, un environnement de prod, etc., etc. On peut avoir un royaume par environnement. Et bien sûr, il n'y a rien qui communique entre ces royaumes, c'est bien isolé, il n'y a pas de. Un utilisateur d'un royaume A ne peut pas, n'existe pas dans le royaume B et vice-versa, quoi. Du coup, les clients, en fait, les clients, ça va être une application qui va dépendre de Keycloak pour l'authentification d'un utilisateur ou même d'un autre client, par exemple. Ensuite, il y a les rôles. Les rôles, comme on a évoqué un peu plus tôt, ça permet de gérer les accès dans les applications. Ça permet de filtrer ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Et derrière, il y a les utilisateurs. Et du coup, les utilisateurs, c'est ce qu'on aura potentiellement déclaré dans Keycloak. À la main ou ce qu'on aura importé à travers LDAP, Active Directory ou autre. Du coup, pour ce qui est du déploiement, il y a plusieurs manières de faire. Donc, ce qui est cool, c'est que Keycloak supporte la conteneurisation. Ça veut dire qu'en gros, je peux utiliser Docker, Podman ou peu importe, qui est supporté par Keycloak en tout cas, pour déployer. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de forcément l'installer sur un serveur d'application directement, configuré, etc. Ça peut se faire en conteneur, quoi.
On peut le faire, enfin, on peut aussi le déployer sur Kubernetes, enfin Kubernetes. Ça, c'est dans le cas où on a besoin d'un orchestrateur parce on veut gérer tout ce qui est réplication, load balancing, etc. Ça peut être pratique pour ça. Et sinon, la méthode classique, bare metal, ça veut dire qu'on a un serveur d'application, on va l'installer Java et compagnie, et ensuite Keycloak dessus, sachant que Keycloak a besoin d'un Postgre Postgre, une base de données. Il a besoin d'une base de données pour fonctionner, il supporte Postgre, MySQL, etc. Ils ont tendance à recommander Postgre, surtout pour tout ce qui est euh, environnement de prod, du coup. Du coup, je redonne la main à Vietong. Ah, pardon. Oui, merci, Hassan. Avec Keycloak, il y avait un gros impact sur l'écosystème de IAM, Identity Access Management. Donc, la première chose, le Keycloak, c'est gratuit et personnalisable. Et avec une vaste communauté de contributeurs qui pourraient ajouter des nouvelles fonctionnalités et ajouter ou modifier des fonctionnalités pour qu'ils conforment avec des normes de sécurité. Ensuite, Keycloak peut être utilisé dans l'entreprise. Donc, il est intégré avec le middleware de Red Hat. Donc, Keycloak a largement été adopté au sein des entreprises, même des grosses entreprises, qui a besoin d'une solution identité qui est évolutive, pardon. Je peux passer le slide suivant, s'il te plaît. Oui. Et pour le perspective, l'avenir de Keycloak, donc le Keycloak des ingénieurs de Red Hat est en train de développer pour que Keycloak est conformément adopté avec le cloud. Et ensuite, pour la partie sécurité, comme j'ai parlé avant, qu'ils ont amélioré des fonctionnalités pour que ça réponde aux normes de sécurité comme le RGPD et HIPAA. Pardon, HIPAA. Et la dernière chose, c'est la contribution communautaire. Comme je mentionnais avant, il y a une grosse communauté de développeurs de Red Hat qui garde Keycloak est très évolutif et très plus modulaire. Tu peux passer le slide suivant, s'il te plaît. Je reprends la main du coup. Oui. Du coup, on va faire une petite démo. Et pour la petite démo, je vais déjà commencer par l'installer. Donc là, ici, ça va être à travers du Docker. Donc je vais l'installer sur une Raspberry Pi pour le coup, pour les tests. Derrière, on va créer un royaume, un client derrière. Enfin, on va définir un client derrière dans Keycloak pour notre cadre, pour notre test. On va créer on va configurer un scope derrière pour faire les tests, pour faire pour filtrer l'accès à une API à travers Keycloak par exemple. Et on va tester l'authentification du client avec Keycloak du coup. Donc, pour ce qui est de la démo, voilà. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Voilà. Donc du coup, je suis sur ma Raspberry Pi et en fait, je vais me faire... j'ai un dossier Docker et je vais me faire un petit dossier Keycloak. Voilà. Ok. Du coup, j'ai créé mon dossier Keycloak. Vu que ça va être du compose, en fait, pour du compose, il va falloir qu'on fasse notre dossier, enfin notre fichier Docker compose. Hop, donc docker-compose.yml.
Et, et là, on va définir les services. Donc du coup, hop, voilà. Du coup, j'ai été rapide. J'ai repris ce que j'avais à côté. Donc, pour l'expliquer, comme je vous l'ai dit, en fait, Keycloak, il a besoin de, enfin, il a quelques requirements, dont la base de données. Et dans mon cas, j'utilise une version de Postgre 16.2. Donc forcément, vu que j'ai besoin d'une base de données, j'ai aussi besoin de configurer un nom de base, un utilisateur et un mot de passe pour l'accès à la base. Et pour que les deux puissent communiquer, j'ai défini un petit réseau dans le Docker Compose qui s'appelle Keycloak Network. Donc ça, c'est pour la partie base. Alors, très clairement, euh, c'est enfin, c'est un fichier de test pour la démo. J'ai défini les users et le mot de passe en dur, mais en fait, bah, la bonne pratique, il faudrait qu'on est censé mettre ça, enfin, qu'on soit censé, enfin, qu'on ait à mettre ça dans un fichier secret à côté, qui soit pas dans le fichier Docker Compose, potentiellement parce que c'est le genre de fichier qu'on peut commit ou partager, et sinon on fuiterait les mots de passe et les accès, quoi. Donc voilà, du coup, pour Keycloak, là je suis sur la version latest, pareil pour du test. Et là, chose importante à savoir, c'est que en environnement de test, en fait, la commande c'est start-dev. En environnement de prod, va falloir mettre start tout court, quoi. C'est Mhm. juste chose à savoir. Après, bon, c'est vrai que j'ai pas détaillé le volume juste avant, mais forcément, on veut de la persistance de données pour qu'on puisse récupérer, enfin, pour qu'on puisse sauvegarder les infos qu'on met dans Keycloak, forcément. Surtout tout ce qu'on a configuré par rapport aux clients, aux utilisateurs, etc. Donc, du coup, j'ai mon petit dossier PostgreData qui sera mappé avec var, lib, PostgreSQL data, etc. Et en gros, ça, c'est la donnée enfin, que Postgre va stocker en persistance. Et pareil pour Keycloak. Keycloak, ici, dans le volume, j'aurai un dossier keycloak / realm.json. Enfin, là, j'ai surtout mappé un fichier. Et ça sera du read-only, c'est-à-dire que je peux pas le toucher de l'extérieur, quoi. Il sera stocké, mais je peux pas le toucher. Par contre, il y a quand même un petit truc qu'il faut que je modifie. Parce que de mémoire, je crois que le 80-80, il est déjà pris sur mon environnement. Euh, donc, dans Keycloak, du coup, pour qu'on puisse y avoir accès, on doit définir l'utilisateur et le mot de passe admin. Donc, qui sont définis là, avec ces variables d'environnement là. Alors, clairement, pareil, hein, il faut que ce soit dans un fichier secret. Euh, Là, donc le type de base de données, donc ACDB, c'est le type de base de données. Derrière, l'URL d'accès à la base de données. Donc, dans mon cas, c'est pour le PostgreSQL, ici, avec le nom de la base que j'ai défini plus haut. Et là, l'username et le password pour la base de données. Donc, pareil, qui sont définis plus haut ici. Et on indique dans le fichier compose qu'on dépend bien de Postgre derrière, chose à ne pas oublier. Et pareil, on utilise le même réseau que ce qui est défini dans Keycloak. Sinon, ils ne pourraient pas communiquer entre eux et ça risque d'être problématique. Je revérifie, je crois qu'il y a un petit problème ici. Voilà. Donc, là, j'enregistre mon fichier et je vais devoir créer mes dossiers ici. Hop. Donc, mkdir, le fichier pour le Postgre. Je me suis trompé. Voilà. Et le dossier pour Keycloak. Voilà. Donc, du coup, j'ai mes dossiers qui vont bien. Keycloak, lui, si on vérifie vite fait le fichier compose, on est bon normalement. Et donc là,
je vais pouvoir faire Docker compose up -d. Ah. T'es sûr du 4 au début? Hein? Non, justement. Qu'est-ce que je fais? Et n'importe quoi. Ah là là. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Non, il n'y a pas de 4. Juste que Voilà. j'ai du mal à voir à l'écran. Et ton clear, Compose. il est n'importe où. Voilà. Voilà, Docker compose up-d. Et tu lui donnes pas le fichier .yaml? Docker compose. Ah oui, je me suis trompé. Non, en fait. J'ai bien fait de venir. Non, ouais. Non, en fait, le docker compose.yaml, quand on se trouve dans le dossier où le fichier Mhm. docker compose YAML existe, quand tu fais la commande docker espace compose enfin, espace compose espace up, automatiquement il va regarder le fichier docker compose dans le dossier courant. Ok. Il nous reste Donc 9 voilà. minutes, les amis. 9. Donc du coup, là j'ai lancé le démarrage, enfin j'ai lancé l'installation. Ça, ça va prendre un peu de temps, donc du coup je vais passer, enfin j'ai un environnement prêt à côté pour pouvoir Excellent. le montrer. On va éviter d'attendre un peu de temps, mais grossièrement ce qui va se passer c'est qu'il va le déployer. Une Mhm. fois qu'il a déployé, on peut accéder normalement sur l'URL, l'adresse IP de la machine avec le port qu'on a défini. Bon, là, c'est 80-80 parce que je suis sur le deuxième environnement. Mais dans le cas d'avant, en fait, j'aurais dû mettre 80-81. Mais on y accède bien. On a des questions sur le chat que j'avais pas vu puisque c'était sur mon autre écran. La question numéro 1, c'est est-ce qu'on est obligé de passer par Postgre? Je crois que tu as dit que non tout à l'heure, qu'il y avait plusieurs choix, mais que Oui, c'était Postgre qui était plutôt mis en avant par nos oui, amis Keycloak. oui, on peut utiliser SQL Server. Ok. On peut utiliser SQL Server, on peut aussi utiliser MySQL. Il faut juste, en fait, dans le fichier Docker Compose, penser à bien mettre casser, enfin, la variable d'environnement casser underscore DB, le titre de base qu'on veut utiliser. Mhm. Euh, Et autre question, dans la commande que tu as faite juste avant, le -d, il servait à quoi? alors, le -d, en fait, quand on utilise Docker Compose Up, par défaut, il va l'exécuter, mais en fait, tu seras dans le service et tu verras l'e-log. C'est-à-dire que euh, ta commande, elle sera toujours en cours. Le Mhm. -d, en fait, c'est pour dire daemon, entre guillemets, et en fait, ça va l'exécuter en tâche de fond. C'est-à-dire qu'il va te redonner la main dans la commande. Ok, Mais il est en cours d'exécution quand même derrière. bien compris. Start Dev, en fait, je suppose que c'est pour pouvoir débugger derrière. Si jamais il y a des logs, à mon avis, ça doit sûrement être pour ça. Donc en environnement de test, du coup, ça pose pas souci, justement, parce que si jamais on a des problèmes, on veut avoir accès aux logs. Le start tout court, à mon avis, c'est qu'il désactive les logs par défaut, pour des raisons de sécurité, normalement. Donc, euh, oui, du coup, je vais faire rapidement. Hop, je vais me connecter avec le nom et le mot de passe. Ah, Ils sont souris. est-ce que Alors ne vous inquiétez pas les amis, si on n'a pas le temps de terminer la démo, on refera un autre épisode qui sera oui. la suite de celui-ci avec la démo, la fin de la démo. Voilà, ce sera mi-novembre, je peux déjà vous le dire. Voilà. Donc là, on arrive Excellent. bien sur l'écran qui cloque. Euh... Dis-donc, tu vas reprendre la main? Il est parti boire un Oui. café. Ah non, il est revenu. Donc, Je te vois mute, c'est étonnant, mais on t'entend quand même. Ou non, pas. je suis pas mute. Ah oui, ça y est, tu n'es plus mute, Ok. c'est bon. Ok. Donc, vous voyez mon écran? Non, Non. on voit celui de Ah, GXAN qui est non. plutôt sympathique, mais point le tien. Ok. Je vais partager mon écran. Très bonne idée. Voilà. On voit En toujours vrai, pas. On voit toujours pas. On voit ça toujours arrive. GXAN. Ah, ça s'approche. C'est bon. Oui. Ok. Yes, on te voit.
Ok. Donc, comme on voudrait faire une démo sur la connexion directement de mon PC vers le PC de Ersat. Par contre, j'ai un petit souci de connexion, donc comme j'ai fait la démo avec l'instant que j'ai installé sur mon PC. J'ai installé l'instant qui est téléchargé directement de Keycloak. Donc, comme on l'a mentionné avant, pour démarrer, on doit faire la commande casser.bat statdev, parce qu'on est dans le grand de dev. Et on a les logs, comme ça a mentionné. Donc, je suis allé sur l'instant local. Vous voyez, c'est le UI de Keycloak. Donc, on a d'ici, on est dans le Keycloak, le master. Donc, d'ici, on peut voir qu'on a la possibilité comme création des royaumes ou des créations de user, groupe, session. Et pour la démo, je vais vous faire la création d'un royaume, un client et un scope. Et on verra pour la suite. Donc, tu as 4 minutes. Ok. Donc ici, on va s'appeler FT 1330 et la date 2024 09. Si tu écris un truc, on ne voit pas là. 25. Vous voyez ou pas? Ben, on voit Windows system32 commande.exe, mais qui n'a pas bougé depuis un petit moment. Oui, c'est la connexion chez moi qui. Alors, tu sais quoi? Non, pas du tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder ça pour la prochaine fois, à un moment où tu auras une connexion qui marche bien avec ta caméra et tout et tout. D'accord? Ça vous va tous sur le chat? Le chat est content? Ouais, trop bien, on veut du Keycloak et tout ça. Ce sera mi-novembre. Donc, tu prévoiras bien de ranger ton Minitel et de sortir ton PC à la place. Et on prendra ça avec... on repartira de ce moment-là qui est crucial. Et en plus, vous pourrez faire la démo directement d'un poste à l'autre et ça va être mieux. Oui, et surtout, on peut ajouter, on va utiliser comment récupérer un jeton avec Postman et comment on communiquer avec un vrai API que nous avons développé. Voilà. Ok, très bien. Eh bien, voilà, nous avons eu cette première partie de cette démo Keycloak qui a plutôt bien fonctionné. On a vu chez GXAN, c'était... on est arrivé à monter le serveur gentiment. Hein, ça s'est bien placé. On a vu, voilà, ça a avancé tout ça. Bon, après, il nous a mis, tiens, voilà, là, c'est la version terminée. Combien de temps ça prend si tu dis pas c'est la version terminée, tu sais, environ combien de temps? Combien de temps ça met à monter le service? En général, ça prend entre 2 et 5 minutes. Et au pire des cas, si le serveur est lent, ça peut prendre jusqu'à 10 minutes. Parce qu'en gros, ce qu'il fait, c'est que en fait, le service monte assez rapidement dans le Docker. Par contre, il essaie de mettre en place sa base avec sa structure de base, etc. Et c'est ça qui prend un peu de temps. Ce qui fait qu'en fait, quand on va essayer de taper dessus, bah, il va rien se passer. En fait, il va dire qu'il n'y a rien qui écoute sur le service. Mais dès qu'il a terminé, en fait, on peut y accéder. La page va se charger tout de suite sans problème, quoi. Ok, très bien. Alors, la semaine prochaine, vous serez heureux d'apprendre que nous démarrons notre mois de l'IA dans le 1330 et même chez Neos, puisqu'on aura aussi des sessions internes, mais bon, ça, je vous en parle pas. Dans le 1330, donc, nous aurons mercredi 2 un épisode qui sera dédié à l'IA pour Power Platform avec Sylvain Gross, sa première intervention, Sylvain Gross. Vous allez voir, il est génial. Voilà. Alors, encore des gens géniaux, puisqu'on en a déjà eu 2 aujourd'hui. Ça va être fou, donc je vous dis à la semaine prochaine, les amis. Et puis on se revoit bientôt pour la suite de Keycloak. Ok? Salut à tous. À bientôt. À bientôt.